Voilà, c'est la seconde partie de Liberté sur Parole. Dans cette seconde heure déjà bien entamée, on a un peu de retard. J'ai le plaisir d'accueillir le réalisateur Thierry Krüger. Bonjour. C'est bien comme ça qu'on prononce? Oui, oui. Voilà. Vous êtes le réalisateur de ce film, La possibilité d'être humain, un film qui est sorti l'année dernière, je crois, et dont le DVD est disponible à partir de maintenant aux éditions Montparnasse. Alors, La possibilité d'être humain, c'est le deuxième film que vous avez co-réalisé avec Pablo Giraud. Le premier, c'était, j'ai oublié le titre. Sous les pavés la terre. Sous les pavés la terre, voilà. Et alors dans ce premier, dans cette première collaboration avec Pablo Giraud, vous vous intéressiez à ce que nous mangions, à l'agriculture vraiment, et puis là carrément à ce que nous sommes, à l'humanité. Donc c'est un film un peu choral, et vous interviewez beaucoup d'écrivains, d'activistes, de philosophes, de chercheurs, de cinéastes. Il y a notamment Raoul Vonnegut, ça c'est une très belle participation parce qu'on l'entend assez peu, c'est la première. Bien qu'il écrive encore. Paul Ariès, bien sûr, vraiment intellectuel de référence pour le courant de la décroissance et de l'écologie politique. Alors l'écologie politique, on y reviendra parce que dans ce film, il en est question et parfois avec un regard critique. Notamment aussi, il y a François Jarige, qui est un chercheur en histoire contemporaine, qui a un point de vue très très intéressant. Donc voilà, ce film est vraiment une sorte de mine de réflexion dont on ne ressort pas indemne. Alors qu'est-ce qui a été le déclic pour faire ce film ? Il suffit de voir le réel et d'en rendre compte. Il n'y a pas de déclic. C'est la poursuite d'une réflexion qui était très sectorielle sur le bâtiment, construire sa maison soi-même, agriculture sans pesticides, sans labour, et aussi trouver d'autres moyens de transport. Ça, c'est la troisième partie de Sous les pavés la terre. Et donc, on continue en prenant le monde global. On s'est dit, si nous disions la vérité, non pas la vérité, ça c'est trop eschatologique, c'est trop la réalité. On dit la réalité aux gens, nous allons voir ce que ça va faire. Et résultat, catastrophe. Ce film n'est en fait jamais sorti. C'est vrai ? Au sens où on entend le mot sorti, il n'est jamais sorti. Il a été boycotté par 100% des distributeurs, y compris militants. Personne n'en a voulu. Donc je suis très en colère et c'est un refus de distribution, malgré les 40 000 spectateurs du précédent, Sous les pavés la terre. Donc en fait, ce film, personne n'en parlera pendant encore un certain temps. Mais on va en parler ce matin. Voilà. Vous êtes l'exception, en fait. Écoutez, je sais pas du tout. Je pensais pas être l'exception parce que ce film, formellement, au-delà du fond, puisque parlons aussi de la forme, c'est important. C'est un vrai film. C'est pas, je disais, c'est un film choral. Mais justement, je tiens à le signaler pour les auditeurs. C'est un film où il y a un traitement pictural des images qui est vraiment très intéressant. C'est un film où le fond est cohérent avec la forme, où il y a un rythme justement qui amène une réflexion de manière posée, où la musique est très importante. Voilà, c'est un vrai film, c'est pas un enchaînement d'interviews qu'on peut trouver parfois dans des documentaires. C'est ce que je veux dire aux gens, 90% des documentaires sont médiocres parce c'est pas des réalisateurs qui les font, ce sont des larbins, c'est-à-dire qu'on leur donne les questions, on leur donne qui voir, où, quand, comment, et les télés précommande. Voilà comment ça se fait, en fait. Il n'y a pas de grande créativité dans le documentaire. Il reste 10% de documentaristes, comme moi et comme d'autres, et comme Pierre Carl, comme l'était René Vauthier. Oui. L'homme le plus, c'est il le n'est pas mort, à ce que je sache. Non, il est avec sa copine, il a plus de 85 ans, sa copine en a 65, c'est une petite jeune, elle craint pour sa santé, mais l'homme milite, il va constamment, il va au Pays Basque, il va en Catalogne, il va voir les luttes sur le front, notamment les luttes utopiques, il continue de bouger, et c'est le documentariste le plus censuré. Son film 20 ans dans les Aurès a été interdit jusqu'en 1981. En fait, il n'y a plus de liberté d'expression, de facto, parce que même les réseaux militants ont refusé de passer ce film en disant « oh, plus tard », etc. Il y a un festival qui l'a passé, Planète Honnête. C'est un festival, on va dire, bourgeois bohème, c'est-à-dire c'est la classe moyenne très inquiète sur l'évolution de la société, donc des gens assez savants dans leur tête, ou tout du moins qui ont assez de temps libre. Mais là, effectivement, il y a une censure féroce.
Ah, mais attendez, il y a peut-être une explication. Mais il est sorti en DVD, oui, Montparnasse Édition, qui est toujours un excellentissime distributeur. Voilà, absolument. Regardez le catalogue. Oui, excellent catalogue. Et puis surtout, là, tout le monde va pouvoir le voir. Mais c'est à moitié une boutade ce que je vais vous dire. Mais ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est qu'on clope. Il y a des cigarettes. Les gens fument. Ah oui, c'est un acte de résistance, ça. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut prendre les gens au naturel. Ils doivent pas être dans un décor compassé. C'est-à-dire, je récuse les documentaires, une partie seulement, des documentaires sur fond noir. Parce que la rigueur glaciale, on est au cinéma. Nous, on fait pour le cinéma, on fait pas pour la télé. La télé, c'est subsidiaire. Si elle veut bien. Donc là, tous les gens du film sont intelligents, savent de quoi ils parlent. Voilà, et ils sont pas forcément tous d'accord. Il y a aussi, c'est un film qui fait confiance aux intelligences des spectateurs aussi, parce que c'est à nous, au final, de nous faire notre. On nous donne pas du prémâché. Ça, non, c'est pas pour ça, c'est très important et ça fait vraiment plaisir. C'est au-delà du militantisme, parce que militantisme, ça vient du latin militiae. Militiae, c'est le pluriel, c'est-à-dire c'est les militaires, c'est l'armée. Il y a un côté militariste dans militantisme. C'est un film bien ancré dans l'utopie concrète, bien ancré dans l'intelligence. Tout ce qui est. Et vous vous apercevrez, quand vous regarderez beaucoup de films ou de commentateurs, 90% des commentateurs à la télé ne parlent pas de la réalité. 99% des hommes politiques et femmes politiques connus ne parlent pas de la réalité. Ils parlent de leur fantasme infantile. Et je puis dire aux auditeurs que le chômage est éternel. Si nous ne changeons pas de société, nous aurons un taux incompressible de chômeurs. Et il y a même une loi économique qui existe, qui dit qu'il faut un certain taux de chômeurs. Oui, les fameux volants de chômeurs, là, pour maintenir la petite pression salariale. Donc nous ne sommes pas en crise, voilà. Et ne croyez pas qu'il n'y a pas d'autre solution. Tout ça, c'est du flan, c'est du vent. Ce sont des gens, c'est de la pensée infantile. C'est exactement, ils ont divinisé l'argent, ils ont divinisé le marché, ils ont divinisé la croissance. C'est une divinisation. Avec des cultes et des prêtres. Penser le travail autrement, penser la croissance et les indicateurs de croissance autrement. Il en est question dans ce film, mais on va venir au début avec ce scientifique qu'on connaît bien et qu'on aime bien, c'est Jean-Didier Vincent qui nous explique que l'humain est un animal social. On l'écoute. Il a, comme tous les animaux, une force extraordinaire qui est au cœur de son cerveau, qui est c'est l'instinct sexuel, pour prendre un mot ancien, mais que tout le monde comprend, c'est-à-dire, en fin de compte, le désir qui le pousse vers un partenaire du sexe opposé et qui permet à l'espèce de se reproduire et de se maintenir. On a 47 paires de muscles faciaux, alors que le singe, très proche de nous, comme le bonobo, le chimpanzé, n'en a que 7 paires. Donc quand on dit que le singe est grimacier, l'homme l'est infiniment plus. À travers le visage, à travers les mouvements de ces muscles particuliers que sont les muscles de la bouche ou les muscles des mains, va se créer le langage. Donc l'homme est un être de communication, essentiellement. Alors c'est ça qui va conditionner sa vie, c'est en ça qu'il est libre. C'est un animal qui refuse en quelque sorte son animalité et toute son évolution, qui l'Homo sapiens a 200 000 ans à peine, va se faire justement pour établir sa singularité dans la nature. Un être à part d'abord parce qu'il parle, c'est très important, donc il a la possibilité de communiquer avec les autres, ce qui va faciliter la création de sociétés dans lesquelles l'homme va s'affirmer comme un animal social extrême. Il est au singulier et en même temps, l'homme n'existe pas sans les autres. L'homme n'existe pas s'il n'est pas mis en contact avec un autre homme. On va passer du régime du clan, de la tribu, à un régime de la société. Et avec la société, on va découvrir ce qu'on appelle la civilisation, qui est une absence de règles, qui est une présence de règles plutôt. Un lapsus intéressant. Voilà, on termine sur ce lapsus intéressant que vous laissez. Et en fait, c'est évidemment très intéressant le contenu de ce que dit Jean-Didier Vincent, qui explique, que l'homme est un animal. Alors ça, souvent, on le nie déjà. Donc première vérité qu'il faut réaffirmer, un animal social. Et ce que vous nous montrez au début de ce film, c'est que on commence par une progression vers l'humanité. Et puis à un moment, ça va s'arrêter et on va régresser. C'est-à-dire qu'on va devenir des prédateurs. Lutter contre son instinct animal va nous permettre d'abord de vivre en société, puis ensuite, ça va devenir délétère.
C'est pas, c'est peut-être cela, mais c'est-à-dire qu'on a fait un clip d'anti-histoire, qui est en fait de l'histoire. Oui. Mais oui, l'histoire différemment. Il y a plein de voies pour raconter l'histoire. Et effectivement, la néolithisation, quand les gens se sont sédentarisés, c'est pas un progrès, c'était une nécessité. Sinon, on crevait de faim. Enfin, disons les choses qu'on vous enseigne pas à l'école, c'est que l'homme a failli disparaître il y a 200 000 ans. Il en restait que quelques dizaines de milliers, ce qui explique notre très faible diversité. On est tous compatibles les uns les autres. Il n'y a donc aucune race, aucun, etc. L'homme est très semblable à lui, aux uns aux autres. Ensuite, le néolithique, c'est parce que la chasse n'y suffisait plus. On a fait disparaître toutes les grosses bêtes. C'est-à-dire aucune civilisation ne vivait en harmonie avec la nature. C'est une légende. Il n'y a jamais eu de matriarcat primitif. C'est une légende. Les hommes ont toujours dominé les femmes. Et la plupart des maladies que nous avons actuellement, nous sommes protégés maintenant par les vaccins, mais viennent des animaux. Les animaux, nous ont par exemple le chameau transmis la syphilis. Qui l'eût cru? C'est-à-dire qu'en fait, la proximité avec les animaux domestiques nous a donné une foultitude de maladies, a raccourci notre vie. Donc l'homme préhistorique vivait plus longtemps, mais pas en harmonie avec la nature. Il a exterminé des bêtes sans même s'en apercevoir. Et une fois que tout cela est arrivé, certains se sont néolithilisés, c'est-à-dire sédentarisés, ont reprogressé peu à peu, mais ça a été très lent. Et quand est arrivée la machine... Alors attendez, je vous coupe parce qu'on va laisser la parole à quelqu'un qui a un nom absolument prédestiné pour parler de tout ça. Il s'agit de Marc Dufumier qui est agronome. Voilà. L'agriculture n'est pas à proprement parler une invention. C'est un long processus qui a duré à peu près un millénaire. Et ce sont des gens donc qui n'étaient que des chasseurs, des pêcheurs, des collecteurs, des cueilleurs, qui, au moment, à la fin des dernières glaciations, quand le climat a commencé à se réchauffer, il y a eu abondance de céréales sauvages et abondance d'animaux sauvages qui sont un peu les ancêtres ou les cousins de nos animaux domestiques. Eh bien, ces populations se sont sédentarisées. Ces mêmes céréales sauvages qu'on venait cueillir, c'était les ancêtres du blé, de l'orge, quand on venait les cueillir, les graines qui étaient tombées à terre donnaient un rendement supérieur, parce que les terrains étaient fertilisés. Et c'est en faisant ça pendant des siècles, quasi un millénaire, que les humains sont parvenus à sélectionner des espèces qu'on qualifie aujourd'hui de domestiques, c'est-à-dire des plantes qui se prêtent bien à l'agriculture. Et puis nous en sommes arrivés chez nous à l'introduction du moteur qui a permis à un agriculteur de cultiver bien plus d'espace, mais ça s'est fait souvent aux dépens des autres qui ont été mis au chômage, en tout cas qui ont été contraints à l'exode rural. Ça a été la chimisation de l'agriculture, c'est-à-dire on a commencé à remplacer la fertilisation organique par des engrais chimiques, mais coûts environnementaux aussi. Parce que cette agriculture, elle est devenue beaucoup trop artificielle, beaucoup trop simplifiée, et on a commencé à utiliser pour ce faire d'ailleurs des variétés issues de la génétique dite moderne, mais qui est un très faible nombre de variétés devant être cultivées sur un très grand nombre d'environnements. Donc cette agriculture-là, aujourd'hui, elle est fortement remise en cause parce que dans les coûts de production de l'agriculteur ne sont pas pris en compte un certain nombre de coûts environnementaux qui sont pourtant des coûts pour la société tout entière. On le paye très cher, qu'on doit épurer les eaux, qu'on doit retirer les algues vertes du littoral breton ou qu'on doit payer la sécurité sociale pour guérir un certain nombre de cancers. On a confié la recherche génétique à des généticiens professionnels. On a investi des gros sous pour qu'ils fassent leur travail. On a voulu que les quelques variétés qu'ils mettent au point diffusent sur les plus vastes surfaces possibles dans le monde. Ça s'appelle des économies d'échelle, amortir le capital investi. C'est des affaires de taux de profit, c'est des affaires de gros sous. Et quand on commence à brutaliser comme ça les écosystèmes et l'environnement, tous les écologues vous le diront, on commence à le fragiliser. C'est-à-dire que quand il n'y a plus que deux espèces à peine dans un champ, dans un écosystème, alors là, le terrain est propice à l'arrivée de n'importe quelle maladie, à l'arrivée de n'importe quelle mauvaise herbe invasive, et ça, c'est un véritable déséquilibre écologique. Parce que le jour où vous commencez, avec cette agriculture artisanale, à commencer à faire des rotations très diversifiées, c'est-à-dire que vous remettez des légumineuses, par exemple, plutôt que d'importer le soja, on va mettre des trèfles, des sainfoins, des lotiers dans nos rotations pour alimenter nos animaux. Mais le jour où vous remettez des légumineuses, vous remettez des abeilles. Le jour où vous avez des abeilles, vos arbres fruitiers sont fécondés. Le jour où vous remettez des haies dans un champ, réapparaissent les coccinelles. Le jour où il y a les coccinelles, il y a moins de pucerons. Le jour où il y a moins de pucerons, vous n'êtes pas obligé de mettre des pesticides. Depuis quand, pour un agronome, améliorer un rendement, c'est systématiquement l'accroître à n'importe quel coût, en travail, coût monétaire, coût environnemental? Est-ce que ce ne serait pas à l'agriculteur de réfléchir sur ce qui serait meilleur pour lui? C'est tellement
clair et limpide ce que dit ce monsieur, que et ça rejoint tout à fait ce que vous disiez, Thierry Kruger, sur la nécessaire diversité et sur l'assignation des hommes qui ont fait voilà, est devenu délétère à un moment. Oui, j'aimerais en passant d'ailleurs que les journalistes s'intéressent un peu plus aux sciences et qu'ils aient un peu plus de culture, parce que je suis consterné par leur niveau. Bon, bref. Donc notre film qu'on avait fait avant, Sous les pavés la terre, traitait déjà largement de ce sujet de l'agriculture, donc on ne pouvait que synthétiser pour celui-là. Et il devrait y avoir aucune faim dans le monde depuis, Bien je sûr, pense... mais la faim est une arme, ça a été démontré depuis très longtemps. La faim est un leurre, elle n'existe pas, elle est créée. Elle est créée de toutes pièces par l'égoïsme de marché, par l'égoïsme, et puis surtout par des potentats politiques qui sont là pour ramasser l'argent, les richesses, qui sont corrompus avec quelques multinationales ou pas. Faut bien que les auditeurs comprennent qu'il n'y a pas de complot, c'est un système où tout le monde se tient la main, certaines classes sociales plus que d'autres, et il y a des classes prédatrices. On ne peut pas oublier que l'homme est un prédateur aussi, pas seulement un être d'amour et de partage. Et il ne devrait pas y avoir de faim, je le dis aux éditeurs. Aucune faim dans le monde ne devrait exister, je pense, depuis à peu près les années 1900, fin des années 60, depuis les années 60, on va dire. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, là, on a vu que vous remettiez en perspective pas mal d'idées reçues et puis alors l'histoire, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a certains moments clés de l'histoire qui sont passés comme ça en revue dans le film assez rapidement. Hein. Bah, on peut pas tout faire, hein. Voilà, mais bien sûr, mais c'est quelques événements comme ça qui sont rappelés et qui tout d'un coup éclairent le monde sous un autre jour. Voilà. Par exemple, on considère naturellement, on enseigne dans les écoles que l'Occident et le christianisme, c'est le progrès, c'est la démocratie, etc. Mais non, le christianisme c'est aussi la destruction et l'appropriation et le pillage de la science arabe. Le catholicisme particulièrement a tué la science, c'est très net. On entend Saint Paul qui dit que la seule science c'est la science de Dieu. On entend Saint Augustin que j'adore parce que j'ai fait un livre sur l'Algérie. C'est un grand homme, Saint Augustin. Je suis athée, mais c'est un grand homme. Il y a pas, toutes les religions peuvent s'y retrouver, croyants, pas croyants. Mais c'est vrai qu'il rejette la science. On lui a parlé d'une expérience de magnétisme qui a été tenue à Carthage et bon, il regarde de haut, mais il est intrigué. Il note ça quand même. Mais il dit, la vraie science, c'est la science de Dieu, c'est la science de la connaissance de soi. Donc, effectivement, le christianisme a tué la science, c'est net, mais ça a été accompagné aussi par la mort de l'Empire. Et les Romains n'étaient pas des grands inventeurs. Ils ont bâti des routes, des aqueducs, etc. Mais ce sont des choses pour nourrir leur ville. C'est un empire prédateur, Rome. C'est pour ça qu'il est mort. Il a complètement vidé de ses substances la plupart des provinces, à part peut-être la Gaule. Mais regardez dans quel état s'est retrouvée la Sicile, l'Italie, la Tunisie, l'Algérie, la Grèce, après leur passage, la Turquie, disons à l'époque l'Asie mineure. L'Empire romain était en fait en délire de croissance continue. Mais vous avez le christianisme qui arrive parce que vous avez des inégalités sociales qui progressent. Elles sont monstrueuses sous l'Empire romain. Et c'est la première fois depuis, je dirais, 20 ans qu'on retrouve ces monstrueuses égalités sociales aujourd'hui. Vous avez 50 humains qui possèdent plus du tiers de la richesse des richesses de la planète. C'est rien du tout, c'est quelques familles, c'est quelques dizaines de milliers de familles qui affament plus d'1 milliard d'hommes et qui en tiennent en esclavage un autre milliard. On est en situation régressive, tout ça pour rembourser en fait des banques, des pools de banques et pour payer des investisseurs, des spéculateurs qu'on appelle investisseurs, mais il n'existe pas les investisseurs, il n'existe presque plus, il y a presque plus d'investisseurs. C'était surtout la puissance publique et puis quelques familles de la haute bourgeoisie qui étaient éclairées, c'est-à-dire intelligente, qui faisait du social. Presque cela a presque complètement disparu dans le champ économique. On va y revenir. Oui. Parce que là, je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière, qu'on revienne dans le film sur l'histoire, justement. Et je voudrais qu'on écoute François Jarige, qui justement parle des moments de basculement où on passe à la régression. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la continuité de trajectoires qui se sont imposées sur d'autres trajectoires. Donc étudier le 19e siècle, c'est aussi redécouvrir la possibilité d'autres trajectoires. Dans l'histoire économique traditionnelle, le machinisme a été
conçu comme une sorte de conséquence bénéfique et naturelle du progrès. Or, le progrès lui-même est une idée neuve au XIXe siècle, qui est en partie une conséquence de ce machinisme, de cette révolution industrielle et des capacités de production gigantesques qu'il met en place. Donc, l'un des mouvements les plus célèbres de résistance, d'opposition à ce machinisme naissant, c'est évidemment l'épisode qu'on appelle l'épisode du ludisme, qui en fait est une grande révolte ouvrière dans le nord de l'Angleterre en 1811-1812, au cours de laquelle des milliers d'ouvriers du textile ont brisé des machines pendant plusieurs années dans des usines, dans des ateliers. Je dirais qu'il y a deux interprétations dominantes du machinisme qui vont voir le jour. Il y a l'économie politique libérale et industrialiste pour laquelle le machinisme est un bienfait et il faut apprendre aux masses à comprendre le sens de l'histoire et le sens du progrès. Et il y a à côté le socialisme. Le socialisme, c'est quoi? C'est un ensemble d'idéologies, un ensemble de discours qui émergent à partir des années 1830 et qui vont essayer de créer un ordre social dans lequel le machinisme sera mis au service de tous. C'est ça la grande utopie socialiste. Et c'est l'un des grands problèmes de l'écologie, c'est l'écologie souffre de ne pas s'inscrire dans une tradition, notamment dans la tradition du mouvement ouvrier. C'est le déficit de l'écologie politique, je crois, c'est de ne pas s'inscrire dans une tradition historique. Et tout mouvement politique a besoin de s'inscrire dans une tradition historique pour acquérir une légitimité dans le débat. Voilà, donc c'est intéressant aussi, parce que ça, on entend très rarement ça dans ce film. C'est pour ça que je le conseille vivement à tous les auditeurs. La possibilité d'être humain, ça se commande et ça s'achète aux éditions Montparnasse. Ça déconstruit beaucoup de choses et ça nous éclaire, c'est-à-dire que ça donne des pistes. Alors évidemment, c'est un film qui dure 1h30, c'est très foisonnant, mais ça donne envie. Par exemple, le ludisme, si on sait pas ce que c'est, on va aller s'y intéresser, puis on va découvrir que l'histoire aurait pu être tout autre si ce mouvement avait pris, tout simplement. Et donc, c'est tout un tas de ramifications qui sont comme ça un peu arrêtées et qu'on peut reprendre. Et c'est vraiment très intéressant dans ce sens-là. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait le choix. Le dernier choix, c'était d'aller vers une société à croissance zéro, telle que le prônait le Club de Rome, en 1971. C'était le dernier choix qui nous était fait. La dernière embranchement. Ouais, et là, nous avons pris la pire des routes. Ouais. Mais on va se la prendre dans la gueule, d'ailleurs. Enfin, c'est-à-dire que nous allons exactement dans un système qui est aussi stupide que le stalinisme, le maoïsme, ou bien ce qu'était l'Albanie, ou ce qu'est encore la Corée du Nord. Nous avons la même stupidité, une sorte de dictature des médiocres. C'est ce qui se passait à la tête des PC. Il y avait une illumination et on élisait le meilleur des médiocres. Eh bien, nous sommes gouvernés par les meilleurs des médiocres. François Hollande est donné l'exemple type. C'est un type pourtant qui a bac plus, je sais pas combien, 6, 7, 8. Il est d'une médiocrité sans fond. Il est d'une ignorance sans fond sur les problèmes de la réalité. Je me demande où il a vécu. Quant au président d'avant, non seulement il est médiocre, mais il est inculte et en plus brutal. Donc on est vraiment tombé très bas. Hein. Pompidou faisait encore une anthologie de la poésie française. Mitterrand se piquait d'être un peu écrivain. On va dire oui, juste ce qu'il faut. Mais maintenant, l'inculture du haut, en fait, comme il y a un proverbe arabe qui le dit, le poisson pourrit par la tête, c'est-à-dire par le sommet de l'État. L'inculture du haut est la marque de leur totale absence de projet alternatif. Donc on a fait une grave erreur là en ne choisissant pas la croissance zéro, en stoppant l'augmentation de la production des biens lorsqu'ils étaient en suffisance. C'est-à-dire que ça n'échappera à personne que la prétendue crise de 71-72 correspond au moment où dans les pays dits riches, c'est-à-dire l'Occident et le bloc européano-américain plus états-unien, plus le Japon, la Corée à l'époque était encore pauvre, eh bien cette prétendue crise a commencé au moment où 80-90% des gens avaient un téléviseur, un frigo, etc. Donc on pouvait plus croître le nombre et il y avait plus assez d'acheteurs. On risquait la surproduction, comme en 1929. Donc ils ont trouvé des solutions, c'est de financer des tas de gadgets nouveaux. Ça, c'est le chemin choisi, et surtout depuis les années 80, avec Reagan et Thatcher en Angleterre, en 79 et voilà. En 80. C'est le chemin choisi avec le There is no alternative. C'est-à-dire qu'en plus, on veut nous faire croire que c'est pas possible de faire autrement. Justement, on va replonger dans votre film pour voir que c'est encore possible peut-être, mais il y a quand même malgré tout des effets de seuil, et il y a quand même un danger à continuer là. L'économie est l'exploitation à des fins lucratives de la nature terrestre et de la nature humaine. Elle oblige les hommes à se sacrifier en transformant leur force de vie en force de travail. La civilisation marchande a fait de l'homme le produit de la marchandise qu'il produit. Ses aspirations au bonheur, à l'amour, à une vie pleine et entière sont contrariées par des mécanismes qui conditionnent son comportement. Quels sont ces mécanismes ? Ce sont ceux de ceux qui gèrent l'économie d'exploitation de l'homme par l'homme. Et ces mécanismes imposés de longue date sont si universels et si fidèlement transmis de génération en génération qu'ils passent pour naturels, alors qu'au contraire, ils sont le signe de la dénaturation de l'homme,
de sa déshumanisation. Il n'y a pas simplement des seuils d'irréversibilité sur le plan écologique. Il risque d'y avoir aussi des seuils d'irréversibilité sur le plan psychique. Pour dire les choses de façon plus simple, on assiste aujourd'hui à une sorte de crétinisation de masse qui se développe. On sait que, par exemple, l'importance aujourd'hui du numérique, notamment à l'école, se traduit par la diminution des capacités de concentration, donc des capacités de mémorisation, donc de pensée. Et ce que l'on peut craindre, c'est que finalement, cette société capitaliste, cette société productiviste, produise bien sûr les objets qui vont avec, dont elle a besoin, mais aussi les humains dont elle a besoin. On dit la parole ne se retourne pas à elle sans effet. Et les actes viennent à partir de ce qu'on a entendu. Quand tu dis l'homme est un ange pour un homme, qu'un enfant entend ça, il grandit, il devient un ange pour l'homme. Mais quand tu dis l'homme est un loup pour l'homme, il entend ça, il devient un loup pour l'homme. On a inventé un système d'éducation qui est au fond assez aliénant, puisqu'on prépare les gens à se mettre au service de la machine. Eh bien, l'éducation, on va devoir la repenser complètement. Faisons tout de suite comprendre aux enfants qui n'appartiennent à personne, sinon à leur propre désir de liberté. On termine cet extrait avec Noël Godin, célèbre anarchiste extrêmement drôle et pertinent surtout. On a entendu également Beta Simon, qui est un chanteur de reggae ivoirien, qui parlait de l'homme qui est un loup pour l'homme ou un ange pour l'homme, selon qu'on lui enseigne ceci ou cela, qui est quelqu'un aussi qui est très attaché aux mots. C'est fabuleux dans ce film, on le voit dans plusieurs extraits, et il nous apprend à écouter le langage. Voilà, ce film, c'est un peu une leçon d'humanité finalement, une leçon d'écouter des différents points de vue, de se construire, de penser par soi-même, d'accepter qu'on peut être libre, penser différemment, regarder le monde et l'histoire différemment. Oui, on arrive à la conclusion. Oui, c'est un film cool. Autant que je vous le dise, c'est pas un film intellectuel pontifiant, c'est pas un film barbant, c'est pas un film militant, c'est au-delà. Non, voilà, parce que c'est un film qui aussi laisse la place au doute et à la contradiction, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde. La démocratie naît de la contradiction, et le débat actuellement est totalement évacué des grands médias. Ils ne sont grands que parce qu'ils sont riches. Ils n'ont aucune grandeur, ils sont même plutôt vils, je trouve. Mais vous voyez que les émissions de débat disparaissent de la télévision. La dernière TADI, hop, disparaît. C'est la 5e émission de débat contradictoire que je vois disparaître depuis les années 80. Donc on évacue le débat. Eh bien, il faut effectivement ne pas désespérer. Votre avenir, c'est vous. C'est ce que veut dire le film. C'est l'être humain. L'être humain qui est un être effectivement naturellement empathique. Il n'est pas là pour combattre tous ses voisins. Un jeune anarchiste qui était paralysé à vie m'a dit à un moment, si tu luttes contre toute la société, tu perds. Il faut d'abord lutter contre soi-même, contre ses propres peur, contre ses propres limitations. C'est-à-dire qu'il faut se dépolluer la tête, il faut faire les trois écologies, il faut faire les trois écologies. Les Verts n'en font qu'une. Donc c'est pour ça qu'ils n'y arriveront pas. Il faut aller au-delà encore. Il faut faire l'écologie effectivement environnementale, c'est-à-dire en fait remettre l'homme dans la nature. La nature, on est dedans. L'environnement, c'est une notion qui sépare l'homme de la nature. Absolument. Là, pour le coup, vous auriez pu interroger René Passet qui dit ça très très bien. Oui. Et on a l'écologie après sociale. Vous refondez vos rapports aux autres. Vous éliminez dans vos relations les gens qui vous briment, qui vous insultent, qui vous nient, qui ne vous écoutent pas, qui ne vous apportent rien, qui vous rendent plus petits quand vous les voyez. Donc vous nettoyez vos relations sociales, vous quittez un patron dégueulasse, même s'il y a 2-3 années qui sont difficiles, essayez de créer vos propres emplois. Donc ça c'est l'écologie sociale, c'est-à-dire vous faites attention aux autres, vous redéfinissez vos rapports dans le couple, avec vos enfants, avec vos voisins, avec et vous avez le droit vous avez le droit aussi de ne pas aimer la famille, c'est précisé dans le film, j'ai beaucoup aimé. Oui, et voilà, et on finit par l'écologie mentale. Vous vous dépolluez la tête, vous débranchez les fils, vous arrêtez de regarder des gens très riches qui parlent comme un enfant de 5 ans que de bifton et que de voitures. Vous arrêtez de voter pour éliminer des candidats, mais vous votez au contraire pour intégrer tous les humains qui sont sur la marge dans l'humanité. C'est-à-dire, coupez la télé, 90% des inventions viennent du peuple, etc., etc. C'est vous, votre propre avenir. Personne ne vous le donnera, personne ne vous le prendra. Merci. Voilà. Je vous coupe, mais on termine là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Thierry Kruger. La possibilité d'être humain, c'est paru aux éditions Montparnasse.
procurez-vous ce film et voyez-le. Un grand merci également à Alexandre Timard qui réalisait cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine entre 8h et 11h la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Liberté sur Parole. Excellente journée à l'écoute de notre antenne. Dans un instant, vous retrouvez toute l'équipe d'Homo Urbanicus.